L'appartement du 16e arrondissement baignait dans une lumière artificielle et froide. Un écrin de luxe impersonnel où chaque meuble design semblait avoir été placé pour une photographie de magazine plutôt que pour y vivre. Dehors, Paris scintillait de mille feux, une promesse de vie et de chaleur qui ne parvenait pas à franchir les immenses baies vitrées. À l'intérieur, le silence était lourd, épais, chargé d'une tension palpable qui rendait l'air difficile à respirer. Julien se tenait au centre du salon, immobile, son costume impeccable contrastant avec le chaos qui menaçait de le submerger. Il était architecte, un homme qui passait ses journées à concevoir des espaces solides et harmonieux, mais son propre foyer émotionnel n'était qu'un champ de ruines. Un édifice magnifique dont les fondations venaient de se fissurer sous ses pieds. Face à lui, Chloé, dont la grossesse avancée était le centre de gravité de la pièce, avait le visage blême. À côté d'elle, Sophie, une femme revenue de son passé, tenait un téléphone comme on tient une arme. Elle n'avait pas eu besoin de crier. Sa voix était calme, presque chirurgicale, tandis qu'elle présentait les preuves de la trahison. Julien écoutait, mais il n'entendait plus les mots. Il voyait seulement la confirmation de tous les doutes qui le rongeaient depuis des mois, ces petites incohérences, ces gestes trop parfaits, cet amour qui semblait plus performé que ressenti. Il avait voulu y croire. Il avait désespérément voulu construire une famille sur ce qui lui semblait être un terrain solide. Il réalisait maintenant qu'il avait bâti sa maison sur du sable, un mirage soigneusement orchestré pour le retenir prisonnier. Le son qui s'échappait du téléphone était clair, sans équivoque. C'était la voix de Chloé, rieuse, complice avec une amie, détaillant son plan avec une précision glaçante. La grossesse comme un levier, la réconciliation comme une stratégie. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Julien. Son monde, déjà fragile, s'effondra en un instant. Il ne ressentit pas de colère explosive, mais une sorte de vide glacial, une anesthésie de l'âme. La femme qui portait ses enfants, la promesse de son avenir, l'avait méthodiquement trompé. Il leva les yeux vers elle, non pas pour chercher une explication, mais pour voir le visage de l'étrangère avec qui il avait partagé sa vie. La panique dans son regard était la seule chose qui semblait enfin authentique ce soir-là. Tout était un mensonge, murmura Julien, les mots lui coûtant un effort surhumain. Ce n'était pas une accusation, mais un constat, le constat d'un échec total. Au même instant, un cri étranglé traversa la pièce. Ce ne fut pas une réponse, mais une réaction purement physique. Chloé se plia en deux, une main agrippant son ventre, son visage se tordant sous l'effet d'une douleur soudaine et violente. La dispute, la trahison, la haine naissante, tout fut balayé par une urgence bien plus primale. Le stress venait de déclencher le travail, bien trop tôt. Le drame émotionnel venait de basculer en une crise vitale, forçant l'homme trahi à regarder au-delà de sa propre souffrance. Il est parfois si difficile de comprendre comment la vie peut naître au milieu d'une telle destruction. Et si vous voulez voir comment ils ont pu reconstruire sur ces cendres, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce récit. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de sirènes hurlantes et de lumières stroboscopiques, un cauchemar éveillé où le temps semblait à la fois s'étirer et se contracter. Julien suivait l'ambulance dans sa propre voiture, les mains crispées sur le volant, son esprit un champ de bataille où la trahison et la peur se livraient une guerre sans merci. L'architecte en lui, habitué à tout planifier, à anticiper chaque contrainte structurelle, était complètement démuni. Il n'y avait pas de plan pour ça, il n'y avait pas de blueprint pour reconstruire une vie sur des fondations qui venaient de se liquéfier sous ses pieds. L'odeur aseptisée du couloir des urgences, le bruit des roulettes des brancards sur le linoléum, tout cela semblait irréel. Une scène d'un film dans lequel il n'avait jamais voulu jouer. La colère s'était muée en une angoisse sourde, une préoccupation primale qui éclipsait tout le reste. Une fois à l'hôpital, Chloé fut immédiatement prise en charge par une équipe médicale, disparaissant derrière des portes battantes qui se refermèrent avec un bruit sec et définitif. Julien se retrouva seul dans une salle d'attente impersonnelle, éclairée par la lumière crue des néons. Le silence,
après le chaos de l'ambulance, était assourdissant. Il s'assit, mais se releva aussitôt, incapable de rester en place. Les mots de l'enregistrement tournaient en boucle dans sa tête, le rire de Chloé, la froideur calculatrice de son plan. Il se souvint de leur rencontre, de la prudence avec laquelle il s'était engagé après une rupture dévastatrice des années plus tôt. Elle avait semblé si différente, si sincère. Il avait baissé sa garde, convaincu d'avoir enfin trouvé la personne avec qui bâtir un avenir solide. Cette illusion rendait la chute encore plus vertigineuse et douloureuse. Un médecin au visage grave finit par apparaître. Ses paroles étaient directes, sans fioriture. Les jumeaux étaient nés, un garçon et une fille. Mais ils étaient de grands prématurés, et leur état était jugé critique. Ils avaient été transférés en unité de soins intensifs néonatales. Chaque mot était une décharge électrique. Père. Il était père. Mais ce mot, qui aurait dû être synonyme de joie et d'accomplissement, était aujourd'hui synonyme de terreur. Il se sentit submergé par un sentiment de culpabilité irrationnelle, comme si la violence de la dispute, sa propre douleur, avait d'une manière ou d'une autre provoqué cette catastrophe, blessant ses enfants avant même qu'il ait pu les tenir dans ses bras. La réalité de la situation était un poids écrasant, bien plus lourd que celui de la trahison qu'il avait ressentie quelques heures plus tôt. Lorsqu'il fut enfin autorisé à les voir, il suivit une infirmière dans un long couloir silencieux où seul le bip régulier des moniteurs brisait le calme. Et puis, il les vit. À travers les parois de plastique transparent de deux couveuses, il découvrit les deux êtres les plus minuscules et les plus fragiles qu'il ait jamais imaginés. Leur petit corps était un enchevêtrement de fils et de tubes, leur peau si fine qu'elle semblait translucide. En cet instant précis, tout bascula. La rage qu'il éprouvait envers Chloé, le ressentiment, l'humiliation, tout cela fut balayé par une vague d'amour si puissante, si viscérale, qu'elle lui coupa le souffle. Ce n'étaient pas les produits d'un mensonge, c'étaient ses enfants. Et ils se battaient pour leur vie. La seule chose qui comptait désormais était de se battre avec eux. Son regard passa de son fils à sa fille, observant leur petite poitrine qui se soulevait à un rythme fragile, aidé par les machines. Il comprit alors que son rôle venait de changer de manière irrévocable. Il n'était plus la victime d'une trahison, l'homme trompé dont le monde s'était effondré. Il était un père, leur protecteur. Une nouvelle structure se mettait en place dans son esprit, non pas faite de béton et d'acier, mais d'un amour inconditionnel et d'une détermination farouche. Il leur fit une promesse silencieuse, un serment gravé dans son cœur. Il construirait pour eux un monde sûr et aimant, peu importe les décombres sur lesquels ils devraient bâtir. C'était sa nouvelle mission, son unique vérité dans ce chaos. Il ne les laisserait jamais tomber. Il retourna dans la chambre où Chloé se reposait. Elle était assise sur son lit, le regard vide, le visage ravagé par la fatigue et les larmes. Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois depuis la révélation, il n'y avait plus de colère dans les siens, seulement une tristesse partagée, infinie. Elle se mit à pleurer sans un bruit, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, exprimant une culpabilité et une peur qu'aucun mot n'aurait pu traduire. Il n'essaya pas de la consoler, ne prononça aucune parole de pardon ou de reproche. Il se contenta de tirer une chaise et de s'asseoir à côté d'elle. Sa simple présence était une déclaration. Le gouffre entre eux était toujours là, béant, mais un pont fragile, ténu, venait d'être jeté par-dessus, un pont forgé par leur amour commun pour leurs enfants. Les jours suivants s'installèrent dans une routine épuisante et anxiogène. Leur vie se résumait désormais aux 4 murs de l'unité de néonatologie. Ils passaient des heures interminables à côté des couveuses, les yeux fixés sur les moniteurs qui affichaient les signes vitaux de leur bébé. Ils leur parlaient à voix basse, leur chuchotaient des mots d'encouragement, posant délicatement une main sur le plastique comme pour leur transmettre leur force. Ils ne se parlaient presque pas entre eux, mais une nouvelle forme de communication s'était établie, faite de regards échangés, d'un café tendu sans un mot,
d'une main posée sur une épaule dans un moment de découragement. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses complications, semblait incroyablement lointain, une autre planète à laquelle il n'appartenait plus. Les appels de Sophie étaient les plus difficiles à gérer. Elle l'appelait chaque jour, sa voix empreinte d'une inquiétude qui se mêlait à une forme de triomphe malsain. Elle lui répétait qu'il devait quitter Chloé, qu'il était naïf de rester à ses côtés, qu'il devait immédiatement contacter un avocat pour protéger ses droits parentaux. « Elle te manipule encore, Julien. Tu ne le vois pas ?» insistait-elle. Il l'écoutait poliment, mais ses mots glissaient sur lui, sans l'atteindre. Sa réalité n'était plus une affaire de droit ou de vengeance. Sa réalité, c'était la saturation en oxygène de sa fille, qui chutait brutalement. C'était le contact de la main de son fils, à peine plus grande que son ongle, qui s'agrippait à son doigt. Il menait une bataille bien plus importante que celle que Sophie voulait lui faire livrer. Pourtant, le conflit faisait rage en lui, surtout la nuit, quand il rentrait dans l'appartement froid et vide. La solitude ravivait les braises du ressentiment. Les images de la trahison revenaient le hanter. Le son du rire de Chloé sur l'enregistrement résonnait dans le silence. Comment pourrait-il un jour lui faire confiance à nouveau? Comment construire une famille sur un mensonge aussi monstrueux? L'architecte en lui hurlait que les fondations étaient irrémédiablement compromises, que toute la structure était vouée à l'effondrement. Mais alors, il fermait les yeux et voyait les visages de ses enfants, si petits, si vulnérables. Et le père en lui murmurait qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait trouver un moyen. Il est si difficile de savoir quelle décision prendre quand le cœur est brisé, mais que la responsabilité est immense. Si ces histoires de choix impossibles et de reconstruction vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à continuer de les partager. Chloé, de son côté, n'était plus que l'ombre d'elle-même. La femme assurée et calculatrice avait disparu, laissant place à une mère terrifiée et rongée par le remords. Pas une seule fois elle n'essaya de se justifier ou de minimiser ses actes. Sa culpabilité était palpable, une seconde peau qu'elle ne pouvait retirer. Elle consacrait chaque seconde de son énergie aux jumeaux. Elle tirait son lait avec une détermination acharnée, lisait des études médicales complexes sur la prématurité et posait des questions précises et pertinentes aux infirmières. Chacun de ses gestes était une forme de pénitence silencieuse, un effort désespéré pour prouver, non pas à Julien mais peut-être à elle-même, qu'elle pouvait être la mère que ses enfants méritaient malgré la façon dont elle les avait mis au monde. Une percée, aussi infime soit-elle, se produisit un soir. Une infirmière plus âgée, au regard bienveillant, leur dit doucement « Ils vous entendent, vous savez. Parlez-leur, racontez-leur des choses. Votre voix les rassure. » Alors, timidement, ils commencèrent. Julien, d'une voix un peu rauque, leur décrivit les maisons qu'il dessinait, les parcs où il les emmènerait jouer, la couleur du ciel de Paris au printemps. Chloé, quant à elle, leur chantait de vieilles berceuses de son enfance, sa voix tremblante mais juste. Dans ces moments suspendus, en s'adressant non pas l'un à l'autre mais ensemble à leurs enfants, ils commencèrent à tisser les premiers fils d'une nouvelle communication, un langage fragile, fait d'espoir partagé et de peur commune. Pendant ce temps, la pression du monde extérieur s'intensifiait. Le travail de Julien en souffrait. Ses associés s'inquiétaient de ses absences répétées et de son manque de concentration. Sa famille, mise au courant d'une version édulcorée des événements, l'inondait de conseils maladroits et contradictoires. La charge financière des soins hospitaliers commençait à peser lourdement sur ses épaules. Chaque jour était un combat sur plusieurs fronts. La fragilité médicale des jumeaux, qui pouvaient basculer d'un état stable à une crise en quelques minutes, l'abîme émotionnel qui le séparait encore de Chloé, et les attentes d'un monde extérieur qui ne pouvait comprendre la complexité de leur drame. La tension était constante, un étau qui se resserrait lentement mais sûrement sur son esprit et son cœur déjà meurtri. Ce fut une nuit ordinaire, indiscernable des autres, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.
Une alarme stridente déchira soudain le silence feutré de l'unité de soins intensifs, un son aigu et insistant qui fit sursauter Julien. En un instant, une équipe médicale convergea vers la couveuse de leur fils, un ballet chaotique et précis de blouses blanches et de visages concentrés. Les mots techniques fusaient, incompréhensibles et terrifiants. Désaturation, bradycardie, intubation. Julien et Chloé, figés dans le couloir derrière la vitre, ne pouvaient que regarder, impuissants. Le monde se rétrécit à ce petit cube de plastique où leur enfant, si minuscule, menait le combat de sa vie. La peur était une chose physique, une main de glace qui serrait la gorge de Julien, lui coupant le souffle aussi sûrement que la machine qui peinait à aider son fils. Acculée contre le mur froid du couloir, Chloé s'effondra. Ce ne fut pas un cri, mais un gémissement rauque, un son arraché à ses entrailles. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines se déversèrent en un flot ininterrompu, ses sanglots secouant son corps épuisé. Tous les masques, toutes les stratégies, toutes les constructions mentales qu'elle avait érigées s'écroulèrent en même temps que son espoir. « C'est ma faute », murmura-t-elle à travers ses hoquets, les mots à peine audibles. « J'avais tellement peur. Peur de la solitude, peur de ne pas être assez bien pour toi, pour eux. Cette panique m'a poussé à tout gâcher. Je ne voulais pas de ça, Julien, je le jure. Je voulais juste une famille, mais j'ai tout détruit avant même de commencer. » Ce n'était pas une excuse, mais une confession nue, brute, le dernier rempart de son orgueil réduit en cendres par la terreur. Julien la regarda, et pour la première fois, il ne vit pas la manipulatrice, mais une femme brisée par la même peur qui le paralysait. Il vit le regret sincère dans ses yeux rougis, la douleur partagée qui transcendait la trahison. Une vague de lucidité le submergea. L'architecte en lui, qui avait passé des semaines à analyser les fondations compromises de leur relation, et comprit que certaines structures ne se réparent pas, mais se reconstruisent sur de nouvelles bases. Il s'approcha lentement et lui prit la main. Le contact était hésitant, puis ferme. « Nos enfants ne méritent pas notre passé, Chloé, » dit-il d'une voix calme, une voix qui surprit même lui-même par sa solidité. « Ils méritent notre avenir. Et je choisis de construire cet avenir avec toi, à partir de maintenant, dans la vérité. » C'était sa propre catharsis, l'abandon de sa rancœur, non pas par faiblesse, mais par une force nouvelle. Une éternité sembla s'écouler avant qu'une des portes ne s'ouvre. Un médecin, le visage marqué par la fatigue, mais empreint de soulagement, s'avança vers eux. « Il est stable, la crise est passée, il est fort, votre petit garçon. » Les mots flottèrent dans l'air, et le poids qui écrasait leurs épaules se dissipa en une fraction de seconde. Un souffle commun, profond et tremblant, s'échappa de leurs deux poitrines. Sans un mot, Chloé se jeta dans ses bras et Julien la serra contre lui. Ce n'était pas une étreinte de convenance, ni même de pardon. C'était une étreinte de partenaires, de deux soldats sortant d'une même tranchée, marqués par la même bataille. Le lien qui se noua entre eux à cet instant, dans ce couloir aseptisé, sentant l'antiseptique et la peur, était plus réel et plus solide que tout ce qu'ils avaient jamais connu auparavant. Ils restèrent longtemps ainsi, regardant à travers la vitre leur fils endormi, sa petite poitrine se soulevant à un rythme régulier et rassurant. Le chaos s'était retiré, laissant place à un calme profond et nouveau. Le silence entre eux n'était plus un gouffre de non-dits et de ressentiments, mais un espace de paix fragile. Ils n'avaient pas tout réglé, loin de là. Les cicatrices de la trahison étaient encore vives et le chemin vers la confiance serait long et ardu. Mais ce soir-là, quelque chose d'irréversible s'était produit. Ils avaient cessé d'être deux individus liés par un mensonge et étaient devenus deux parents unis par un amour inconditionnel. L'architecte savait que les fondations venaient d'être posées. Non pas sur du sable, mais sur la vérité la plus dure et la plus pure qui soit. La vulnérabilité partagée face à la vie et à la mort. Quelques mois s'étaient écoulés, transformant non seulement les saisons parisiennes, mais aussi l'univers tout entier contenu entre les murs de l'appartement du 16e arrondissement. Les jumeaux, Léo et Léa, étaient enfin rentrés à la maison, et avec eux,
La vie avait déferlé, balayant le silence et la froideur. Le design minimaliste avait capitulé face à un désordre affectueux. Un tapis d'éveil coloré recouvrait le parquet immaculé. Des peluches montaient de la garde sur les canapés design et l'air, autrefois stérile, était désormais imprégné d'une douce odeur de lait et de talc. Julien, l'architecte qui vénérait les lignes pures et l'ordre, trouvait désormais une beauté insoupçonnée dans ce chaos. Il contemplait souvent la scène, non plus avec l'œil du créateur, mais avec le cœur d'un père, qui voyait dans chaque jouet éparpillé la preuve tangible d'un foyer enfin habité, d'une structure enfin solide, bâtie non sur l'esthétique, mais sur l'amour. La reconstruction de leur couple ne fut ni simple, ni magique. Ce fut un travail conscient, une décision renouvelée chaque matin au son des pleurs des bébés. Ils avaient appris à se parler, vraiment. Les conversations, parfois difficiles et douloureuses, se déroulaient tard le soir, une fois les enfants endormis. Ils y mettaient à nu leurs peurs, leurs doutes, leurs cicatrices. Chloé ne cherchait plus à se cacher derrière une façade, et Julien avait appris à écouter au-delà des mots, à percevoir la vulnérabilité qui avait engendré le mensonge. Un jour, au milieu du salon, alors qu'il donnait le biberon à Léa et que Chloé berçait Léo, il la regarda et dit simplement « Épouse-moi ». Ce n'était pas une question passionnée, mais une affirmation tranquille. C'était la reconnaissance que, malgré les ruines de leur passé, ils avaient réussi à construire ensemble quelque chose de vrai, de tangible, qui méritait d'être scellé par une promesse d'avenir. Leur mariage fut à l'image de leur nouvelle vie, intime et sans artifice, une simple cérémonie à la mairie, entourée de quelques proches. Leurs vœux n'étaient pas des envolées lyriques, mais des engagements concrets, murmurés les yeux dans les yeux. Julien parla de pardon, de la découverte qu'une structure peut être plus forte après avoir été brisée, si on la reconstruit avec de meilleurs matériaux, la vérité et la patience. Chloé, les larmes aux yeux, parla de sa gratitude pour cette seconde chance et promit de consacrer chaque jour à honorer la confiance qu'il lui accordait de nouveau. Parmi les invités, Sophie était là. Après la cérémonie, elle s'approcha d'eux, le regard apaisé. « Je vous demande pardon », dit-elle humblement. « J'ai cru agir pour le bien, mais je n'ai fait qu'ajouter de la douleur. Votre bonheur est la plus belle des leçons. » Ils acceptèrent ses excuses, refermant ainsi le dernier chapitre douloureux de leur histoire. Aujourd'hui, Julien ne cherche plus la perfection dans les plans qu'il dessine, ni dans sa vie. Il a compris que la véritable force ne réside pas dans l'absence de failles, mais dans la capacité à les réparer, à les intégrer à l'histoire de l'édifice. Il a appris que le contrôle est une illusion, et que l'amour, le plus puissant, est celui qui accepte l'imperfection, celui qui choisit de pardonner et de reconstruire. En regardant Chloé jouer avec leurs enfants, leur rire remplissant la pièce de lumière, il ressent une paix profonde, la certitude d'avoir fait le choix le plus difficile mais le plus juste de sa vie. Leur histoire nous enseigne que même sur les fondations les plus compromises, on peut bâtir une famille. C'est en partageant ces récits de résilience qu'on donne de l'espoir. Et votre soutien en vous abonnant est essentiel pour que nous puissions continuer à le faire.